Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette édition de Scène de Presse. Yaoundé et Douala s'effondrent sous le poids de l'insalubrité. Les deux villes manquent d'un système efficace de gestion des ordures. Malgré les nombreuses réunions tenues par les ministres, malgré le plan d'urgence qui a été lancé par le gouvernement. Dans ce contexte, le ministre de l'Habitat et du Développement urbain annonce la tenue les 5 et 6 mai prochains des États généraux de la gestion des ordures ménagères. Ce sera, dit-on, un cadre d'échange visant à analyser collectivement les causes de l'insalubrité récurrente en milieu urbain et de formuler des solutions durables dans une approche participative et inclusive qui va donc favoriser l'adhésion de tous. Nous en parlons à Scène de Presse ce soir en interrogeant l'opportunité de cette autre initiative dans un contexte de décentralisation. Cette semaine, vous l'auriez remarqué comme nous, la presse a révélé l'identité de plusieurs Camerounais qui aspirent à assumer les fonctions de président de la République. Nous allons donc relire avec vous l'article 121 du Code électoral qui précise les modalités d'investiture des candidats au scrutin présidentiel qui pointent à l'horizon. Les invités autour de la table de Scène de Presse ce soir, je commence par Michel Dikoumé, bonsoir. Bonsoir, c'est vrai. Spécialiste des relations internationales, vous êtes là pour le compte de la communication du comité central du RDPC. Merci Séverin. Bonsoir à tous les RDPCistes à travers le terrain national et ceux de la diaspora. Merci Séverin de m'avoir invité. Bonjour au panel et bonjour à tous les concitoyens qui nous regardent. Soulé Honorulo est également là. Il est journaliste. Il vient du quotidien Le Messager. Bonsoir Soulé. En vous disant bonsoir, Monsieur Alégambeleu, en vous disant bonsoir aux co-discutants, je voudrais me permettre, n'est-ce pas, de renouveler mes amitiés et saluer, n'est-ce pas, tous les chrétiens du monde entier qui s'apprêtent, n'est-ce pas, à entamer la ligne droite, la dernière ligne droite, n'est-ce pas, par rapport à la Pâque. Je crois que c'est bientôt la fin du carême et Pâques devrait être dimanche prochain, parce qu'aujourd'hui nous sommes dimanche, si mes connaissances sont bonnes, c'est dimanche des Rameaux. Alors, l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, c'est ce qu'on... Voilà, et après ça sera, je crois, le Triduum pascal en milieu de semaine, avant la Pâque. C'est vrai que je suis musulman, mais je connais bien, parce que nous sommes tous, n'est-ce pas, croyants de la même façon. Quand je dis ça, permettez que je dise bonjour, bonsoir à une dame, une grande dame. Bravo et félicitations, parce qu'elle vient d'être portée, n'est-ce pas, au Conseil constitutionnel. Je veux parler de Madame Monique Oul Ndongo, qui est très connue, n'est-ce pas, à la région de l'Est Cameroun, parce que elle est fervente militante du RDPC, elle est anciennement sénatrice, elle est jusqu'à son nomination, parce que je n'ai pas la conviction qu'elle a démissionné, membre titulaire du RDPC, membre titulaire du comité central, je veux dire, et puis chef de la délégation régionale. Alors je voudrais dire bravo, bravo, Monsieur le Président. Bonne route pour la démocratie en attendant octobre 2025. Charles Sebouni est journaliste, grand reporter à la CRTV, chef de l'unité des affaires diplomatiques. Bonsoir Charles et bienvenue. Merci Séverin et merci à tous mes co-discutants et panélistes. Espérons que nous allons avoir un débat des idées ce soir. Je termine avec Olivier Etundinga, qui est acteur politique, diplômé en sciences politiques à l'Université de Yaoundé 2 à Soa. Il est en service au ministère des Finances au sein de la cellule qui est chargée des collectivités territoriales décentralisées. Bonsoir Olivier. Bonsoir Séverin, merci de m'avoir invité. J'espère pouvoir apporter ma modeste contribution sur les thématiques qui ont été retenues ce soir. Bonsoir à tous les co-panélistes. Merci. Merci d'avoir répondu favorablement à l'invitation de la CRTV. Les publications accompagnées d'images du chef de l'État circulent abondamment sur la toile depuis quelque temps. Les pages du président de la République sur Facebook et X suscitent, X c'est ce qu'on appelait à l'époque Twitter, suscitent un vif intérêt. C'est d'autant plus que les spécialistes de la communication nous font savoir que derrière leur apparente simplicité, ces publications relèvent d'une véritable codification politique. Chaque mot, chaque thème, chaque silence est porteur d'un message symbolique. 3 axes de réflexion majeurs de cette communication numérique sont à dégager, à savoir la paix, l'unité nationale et la continuité de l'action présidentielle. Alors, tout le monde le sait, le président de la République est par essence un homme réservé. D'aucuns disent que sa communication est rare.
Il se caractérise par un usage parcimonieux des médias et une verticalité du pouvoir assumé. Comment expliquer l'offensive numérique qui est observée? Je commence par Michel. Oui, c'est votre président national quand même. Oui, c'est le président national. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous parlons du président de la République du Cameroun. Et ça me plaît que ça prête à confusion, ça me plaît que ça fasse tout ce bruit. Cela démontre encore qu'il y a un certain dynamisme, n'est-ce pas, qui sort du palais d'Etoudi et que les Camerounais restent encore attentifs à ce qui vient de là-bas, contrairement à certaines opinions qui faisaient croire que le président n'est plus là, et le président a perdu la main. Vous voyez, ce chef de l'État que nous avons aujourd'hui, en 2018, c'est par un tweet qu'il avait annoncé, n'est-ce pas, sa candidature aux élections présidentielles. Alors, nous avons dans ses précédents discours relevé le fait qu'à chaque fois, il a parlé de la haine en ligne. Il revenait là-dessus, demandant, n'est-ce pas, aux compatriotes, beaucoup plus à la jeunesse, de ne pas prêter foi, n'est-ce pas, aux sirènes de la déstabilisation, et beaucoup plus par la voie des réseaux sociaux. Nous savons que les réseaux sociaux font 61,3%, n'est-ce pas, des jeunes qui sont très attentifs, qui s'y appliquent tous les jours, qui lisent et qui disent n'importe quoi. Mais à côté de cette jeunesse, nous avons quelque part des membres de l'opposition, effectivement, qui font leur show et qui souvent, au lieu d'amener les jeunes, n'est-ce pas, à bon port, créent plutôt des dérives hors normes. Je crois que lorsque le chef de l'État choisit cette manière de communiquer aujourd'hui, c'est d'abord une communication de proximité avec les concitoyens. Et au-delà de cette proximité, il revient sur ses discours d'antan où il a toujours parlé de cohésion sociale, où il a toujours parlé, n'est-ce pas, de justice sociale. Il a toujours parlé, n'est-ce pas, d'une construction de l'étoffe ethnique au Cameroun. Donc je crois que le chef de l'État n'est que dans la suite de ses idées. Le chef de l'État utilise également ce même modèle pour dire à la jeunesse: je suis avec vous, il leur a dit récemment, je vous soutiens. Donc ça ne devrait pas être un problème. Et moi, toutes ces répliques me plaisent, qu'elles semblent positives comme négatives. Cela démontre que le chef de l'État palpe de manière personnelle le pouls de la situation sociale au Cameroun. Mutation, le quotidien Mutation parle de drôles de tweets, hein, c'est son titre. Le chef de l'État renoue avec la publication de courts messages adressés au peuple sur les réseaux sociaux. Cette communication, poursuit Mutation, sonne faux et suscite des réactions amusées ou indignes des internautes. Soulez votre commentaire. Bon, maintenant, la sentence, c'est à Mutation d'expliquer. Je vais dire ceci. J'ai pu continuer à affirmer qu'un grand destin attend le Cameroun. Ce grand destin, le concrétisons de manière permanente en dépit des obstacles et des difficultés. Nous savons où nous allons et comment nous y allons. C'est un des tweets de M. Biya. Maintenant, il faut interroger. Est-ce que quelqu'un qui a fait 42 ans de pouvoir est encore en droit de dire nous savons où nous allons et comment nous y allons? Je pense que sa période, son mandat devrait être terminé. Ce genre d'expression... Le président de la République, est-ce que le mandat est fini là? Ce genre d'expression devait être rétrocédé à quelqu'un à qui il va passer la main, à qui il doit passer la main. Pour dire quoi? Pour dire que en réalité, le contenu, j'admire le triomphalisme de Michel. Le triomphalisme là nous laisse croire que c'est une invention. Non, M. Biya, en 2018, n'est-ce pas, sous l'ère du DCC nouvellement nommé, Vandaelo Samuel, avait déjà lancé ce genre, vous l'avez relevé, c'est-à-dire pour montrer que le président Paul Biya est en harmonie, pour ne pas dire en adéquation, n'est-ce pas, avec les nouveaux instruments de la communication. Oui, c'est bien beau, Internet et tout cela, pour intéresser, mais en réalité, cette attitude est beaucoup plus défendue par les flambeurs, les flagonneurs, et beaucoup plus ceux qui veulent éterniser le président de la République, Biya, au pouvoir. Pourtant, on devrait commencer déjà à préparer son départ. Ces messages que vous évoquez sont bien sur la page Facebook, sur la page Twitter du président de la République et non de quelqu'un d'autre? Non, pourquoi vous les attribuez à quelqu'un d'autre? Attendez, le président de la République a 92 ans. Et ça empêche quoi?
À 92 ans, je suis sûr qu'on n'est plus très friand, très consommateur de l'outil Internet. Alors, les gens, je dis bien les gens qui veulent l'éterniser au pouvoir pensent que le président, et je le dis avec fermeté, que le président de la République est devenu une entreprise économique pour certains courtisans, pour certains qui jouissent des privilèges de notre pays. Vous dites bien que c'est du déjà entendu, par qui, venant de qui? De lui? Oui, alors bien sûr. il change de formule et il vous dit les mêmes choses à travers les réseaux sociaux. Vous estimez que c'est quelqu'un d'autre qui fait ça à sa place? Non. Déjà, vous savez, je voudrais dire une chose. Il faut marquer le contraste, n'est-ce pas, entre deux visages du président Biya. L'homme, le Messie de 82, n'est-ce pas, qui était pimpant, friand, qui vraiment était sur ses deux pieds, vent debout, et aujourd'hui, qui au fur et à mesure est devenu très peu bavard. La preuve, c'est qu'il y a une thèse sur le silence du président. Le président de 82 jusqu'à un certain moment n'est plus le président d'aujourd'hui. Charles Sebouné, vous pensez que cette modalité de communication, c'est simplement parce que, comme le disent certains, le président Biya aurait rejoint la République numérique dans le but d'affronter ses opposants politiques sur Facebook avec les pensées? C'est la République numérique qui a rejoint le président Paul Biya. Je dirais le contraire. Les dernières publications du président Paul Biya renvoient à 3 éléments stratégiques. 1. Le contexte. L'un des sujets évoqués par le président dans son discours, il parlait de la solidarité internationale et la nécessité de conjuguer les efforts à travailler ensemble. Pourquoi ? Le système tarifaire imposé aujourd'hui est presque à l'explosion du monde par l'administration Trump. Le président de la République appelle la communauté internationale et ce n'est pas un spécialiste des questions internationales à côté de moi qui dira le contraire, de voir comment on peut travailler ensemble, de ne pas arriver à une récession économique. Première chose. Deuxième chose, le président de la République, dans ses tweets, dans ses Facebook, parle de l'unité nationale. Pourquoi? Et dans un de ses textes, il dit le tribalisme, l'ethnicité observée ces derniers temps dans l'espace médiatique camerounais est extrêmement relayée dans les réseaux sociaux après certains débats dans les plateaux de télévision qui étaient hors des limites constitutionnelles et de l'idéal du Cameroun. Boko Haram qui a repris les activités. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, le financement du terrorisme se passe largement dans l'espace cybernétique, pour ceux qui suivent la chose. Et dernière chose, il y a ce qu'on appelle la préparation psychologique des Camerounais avant les échéances électorales d'octobre 2025. Le président de la République, comme on a évoqué, en 2018, avait annoncé non pas la radio, non pas la télé, sa candidature. Je voudrais dire ceci. J'avais interviewé le conseiller spécial ou bien le conseiller en communication du pape. Et l'une des questions que je lui ai posées, et que le pape a déjà 85 ans, sûrement c'est lui et ses amis qui prennent le temps à publier sur les comptes numériques du pape. Et c'est à l'annonciature apostolique à Yaoundé où l'interview se déroule. Et quand je lui ai posé la question, il dit, Monsieur Ebouné, arrêtez. Toutes les publications du pape que vous voyez sont, voici le mot qu'il a utilisé, de son émanation. Je pense que tout le monde sait ce que le mot émanation veut dire en français. Ceux qui se trompent dans les réseaux sociaux en pensant que c'est Mvondo Ayolo, c'est Oswald Babouke, c'est Ferdinand Ngongo, c'est Dion Gouté. J'appelle les noms des gens qu'on appelle chaque jour. Qui dirigent pour Paul Biya, qui écrit pour Paul Biya dans les réseaux sociaux, se sont simplement trompés. Alors, Olivier Nga, c'est un phénomène que nous suivons de près. La presse en a fait écho toute cette semaine. On parlait de cette communication du président à travers les réseaux sociaux. Il y a un danger qui nous guette, c'est que parfois il y a des gens qui utilisent des faux profils.
Est-ce qu'on a la garantie que ce qui est dit dans ces tweets, dans ces textes-là, dans les pages Facebook, c'est bien le président? Et puis, qu'est-ce que ça peut apporter en termes d'impact? Bien, merci Séverin de me donner l'opportunité de parler de ce sujet. Je voudrais, avant peut-être d'apporter la réponse à la question selon laquelle les garanties qui pourraient venir de ces textes, dire que je suis quand même très étonné. Très étonné. Nous sommes exceptionnels au Cameroun. Le président de la République a été régulièrement taxé d'un chef d'État qui est séparé de son peuple. Pourtant, il communique. Chaque jour même. Il communique systématiquement depuis 1982. La communication en sciences politiques, on nous dit qu'il y a plusieurs formes de communication. Le silence même est une forme de communication. Ne pas s'engager, c'est s'engager. Alors, mon voisin de droite, Souley, d'ailleurs, cité la soutenance du professeur quand il était pour son doctorat de François Mahmoud là-dessus. Je pense qu'il y a eu matière à réflexion. Il y a eu de la matière qui a démontré par A plus B que le président de la République communiquait. Les interviews font partie des communications. Les messages à la nation, comme il a régulièrement fait, sont partie des formes de communication. Les nominations. Les textes même. Des textes chaque jour. Ce sont des communications. Aujourd'hui, c'est l'heure du temps. Nous sommes à l'heure du temps. C'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, oui. C'est la proximité. Il démontre une fois de plus qu'il est proche de son peuple. Il est un président, un chef d'État attentionné. Il suit l'évolution de la société et même au niveau international. Et vous allez voir que les tweets, tous les textes parlent d'un sujet bien précis. Lorsqu'il il interpelle les uns les autres sur l'unité nationale, sur le vivre ensemble, à travers des dérives que nous connaissons aujourd'hui, le repli identitaire. Ce n'est pas nouveau. Nous devrons comprendre que c'est une façon de toucher la sensibilité et les jeunes sont exposés, extrêmement exposés. Alors, vous avez parlé de l'impact. Oui, l'impact, c'est de toucher, de sensibiliser le maximum de Camerounais parce que tout le monde aujourd'hui à l'outil informatique devant chez soi. L'impact est surtout le fait qu'on ne se trompe pas. Il y a des faux profils qui, avec l'intelligence artificielle, tout est possible. Alors maintenant, quelqu'un peut se cacher derrière un profil du président de la République. On n'aurait pas laissé autant. Et mettre aussi des idées sur l'identité du compte Facebook du président de la République et la véracité des informations publiées. Pour quelqu'un comme moi qui a fait... On s'entend bien, je ne dis pas que ce qu'on lit n'est pas de lui. J'ai dit, mais est-ce qu'il y a des garanties que tous les messages qui viendront de là sont ces messages? C'est ça la question. Ce sont les messages du président de la République publiés sur son compte Twitter et son compte Facebook, où toutes les publications, j'ai dit officielles, et sécurisées par Twitter et Facebook, parce qu'il y a l'icône bleue qui veut dire c'est moi Paul Biya, c'est moi Charles Ebouné, c'est pas un profil qui se balade. Quand vous avez un profil dans le monde cybernétique qui a la marque bleue, ça veut dire que c'est moi-même. C'est ça l'utilisation de cet aspect, parce que dans ce compte, vous trouverez tous les actes du président de la République, y compris les dernières nominations. On va absolument spéculer sur ça. Monsieur Séverin Alega Mbele, si ça avait été faux, si ce n'était pas de lui, je pense qu'on aurait pris en chasse. La République est encore debout. On aurait pu... Heureusement, vous l'avez dit. Je l'ai dit qu'elle était... Je ne sais pas pourquoi est-ce que vous applaudissez. La République est encore debout. Je confesse et je le dis que ces tweets sont... Vous avez parlé d'émanation. Dans émanation, il y a les porteurs de la parole du président. C'est eux qui publient. C'est ce que je suis en train de dire. Et puis, mon voisin de gauche va convoquer Jean-Paul Sartre avec l'engagement. Oui. S'engager, ne pas s'engager, c'est s'engager. Je suis d'accord avec vous. Mais ce que je dis en réalité, c'est que nous avons, n'est-ce pas,
j'ai envie de dire deux tendances qui presque s'opposent. Celle qui a été le président Biya, le silence du président, et celle d'aujourd'hui où le président semble présent. N'oubliez pas. Le président n'a jamais été absent sur les réseaux sociaux. C'est Paul Biya qui dit en 2016, ne soyez pas les followers passifs. Parce que lorsque vous présentez l'idée, c'est comme si c'est en 2018, 2019, 2020, où le compte Facebook, Twitter ou bien la chaîne YouTube de Paul Biya a été créé. J'ai dit non. Charles. Vous avez la question de l'âge. Je ne sais pas pourquoi quand la reine d'Angleterre, qui est également chef d'État comme Paul Biya, à 96 ans, fait les publications sur le compte de la famille royale, on dit que ça vient d'Elisabeth II, paix à son âme. Et quand c'est Paul Biya à 92 ans, on dit que c'est pas lui. Moi, je pense que les questions liées à l'âge, mais le père Moukete, on le voyait ici à l'âge de 101 ans. Il marchait plus que certains d'entre nous ici à Yaoundé. Je pense qu'on doit évacuer ce genre de questions rapidement. Et avoir 92 ans ne veut pas dire perdre de mémoire. Je suis désolé de le dire comme ça, mais je pense que la question d'âge ne doit pas être posée, encore que la Constitution ne fait pas limitation de l'âge pour être président de la République. La Constitution ne dit pas que si vous avez 80 ans ou bien 100 ans, vous ne pouvez pas être président de la République. Non, je ne crois pas. Je ne pense pas qu'on doit s'attarder sur l'âge. On va faire ce débat parce que quand oui, nous allons mener le débat. Vous avez évoqué la question l'âge, personne ne vous a pas interdit de parler. Oui, c'est ça. Nous n'avons rien contre ces messages. Nous n'avons rien qu'il soit quoi avec la reine d'Angleterre qui a le temps que vous lui donnez, ni avec le pape. Donc vous avez interviewé le conseiller en communication. Notre question n'est pas là. Nous voulons, si le président Biya, pour la prochaine candidature, peut trancher avec celui qu'on a connu, qui était absent, qu'on ne voyait pas, s'il peut trancher avec cela, pour son dernier mandat ou alors l'autre mandat de grâce, parce que je n'ai pas de problème. Hein. L'unité est notre force, ne cédons pas aux sirènes de la division. Le Cameroun est resté debout grâce à la paix, protégeons-la ensemble, car elle est notre bien le plus précieux. Ce que nous avons bâti ensemble mérite d'être consolidé. Alors nous parlons du sens à donner à la volubilité numérique du président de la République. Pour sortir, on va dire que c'est un nouveau mode de gouvernance politique. Non, pas de nouveau mode de gouvernance. Le président Paul Biya s'est toujours exprimé sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui sont habitués du cyberespace, vous saurez que si vous allez sur X, vous le trouvez. Vous êtes sur Facebook, vous le trouvez également. Ce sont des comptes officiels, des comptes sécurisés. Donc, nul doute que ce soit le chef de l'État et chaque jour, il communique. Il y a des gens qui carrément travaillent dans le cyberespace, qui sont chez eux à la maison. Il n'est pas exclu que, parce qu'on ne se voit pas tous les jours, mais là, c'est même un mode par excellence de communiquer parce que là, on est avec monsieur tout le monde. Et le chef de l'État a démontré qu'il a un militantisme et voire sur le plan politique et sur le plan national, une communication de proximité avec ses concitoyens. Ça se passe tous les jours et ça ne fait l'objet d'aucune contestation. Donc, lorsque monsieur Soulé me parle de triomphalisme, non. Lorsque je viens sur un plateau, c'est parce que je suis invité et que je me dois, n'est-ce pas, de parler de ce parti. Loin de moi une forme de triomphalisme. Non, on n'a pas besoin de ça. Le RDPC, c'est un parti de rassemblement. Et même M. Soulé, si vous voulez frapper à notre porte aujourd'hui, vous êtes le bienvenu. On n'exclut personne. Quand on parle de rassemblement, vraiment, c'est le rassemblement de tous les Camerounais. Donc là, quand tu as estimé que le chef de l'État se montre autrement, il ne se montre pas autrement. Il a toujours été là. Je crois que vous n'êtes pas l'un de ses followers. C'est pourquoi vous ne savez pas qu'il est là et qu'il communique tous les jours. Aujourd'hui, il y a une situation spéciale. Comme on l'a dit avant moi, le tribalisme, qui est un cancer et qui gangrène notre société. C'est normal que pour préserver la période avant, pendant, après les élections, que le Cameroun vive une certaine stabilité sociale, que la paix et la sécurité soient de mise, afin que tout se déroule dans de bonnes conditions. Madame Dikou, mais le tribalisme, ce n'est pas la malédiction du tribal, ce n'est pas un combat nouveau. La corruption, ce n'est pas un combat nouveau. Mais comment vous pouvez faire 42 ans à combattre ce que je pourrais appeler une épidémie, mais sans réussir à en sortir? Voilà la question fondamentale. Alors, sur les réseaux, la présence du président sur les réseaux, finalement, c'est une bonne chose, ça augure des lendemains meilleurs. C'est une très bonne chose. Je vous ai dit dès l'entame que c'était une preuve que le président est proche du peuple
la proximité avec la jeunesse, avec les hommes, avec les femmes, avec toute la population, et même à l'international, parce que les sujets même qui sont souvent traités ne sont pas que des sujets qui relèvent tout simplement des Camerounais ou qui interpellent exclusivement les Camerounais. Même à l'international, il interpelle pour que nous sachions que là, au niveau de la Société des Nations, s'il y a une certaine préoccupation ou alors certaines crises qui sont là qu'on ne soit pas pris de court. Donc la communication présidentielle, elle est pertinente, elle est importante, elle est nécessaire, elle est utile. Je reviens à l'ère de l'intelligence artificielle. Quels sont les dangers autour de ce mode de communication? Parce que vous ayez un compte sécurisé, avec l'intelligence artificielle, on peut vous attribuer des propos qui ne sont pas les vôtres. Il y a deux dangers. La première, c'est la falsification d'une information, une publication réelle. C'est-à-dire, comme le président a pris les taureaux par les cornes, de publier chaque jour sur Facebook. Je vous coupe, Achal, vous vous rappelez de la une de Cameroun Tribune qui a été déformée au lendemain du message du 10 février. C'est là où j'arrive. Il y a les gens qui vont prendre les mêmes gestes du président, avec les mains serrées, aller modifier la photo et l'attribuer un message qui ne vient pas de lui. C'est pour cette raison qu'il faut scruter uniquement. Si quelqu'un vous présente un tweet disant que ça vient du président, regardez si c'est dans son compte Facebook et Twitter. Deuxième chose, c'est la désinformation par les hackers, ainsi de suite. Et le président, je pense qu'il en a d'ailleurs évoqué ça dans l'un de ses tweets. Mais pour conclure, finalement, Séverin, je disais, une bonne chose, parce que ça permet à tous les Camerounais de se rappeler que le président est resté constant dans son investissement dans le monde virtuel. Lorsqu'en 1999, le président lance la formation numérique au lycée général Leclerc, il ne s'est pas arrêté là. C'était pour préparer, de former les Camerounais qui allaient utiliser les nouvelles technologies. On a énormément formé, il y a eu Cameroun le reste. Et j'ai fini en disant que lorsque vous regardez aujourd'hui, tous les services centraux et vitaux de la nation sont digitalisés. Système électoral digitalisé, état civil digitalisé, impôts digitalisés. Donc le président dit simplement que donnez le bon contenu abondamment dans vos espaces-là pour que les Camerounais, partout où ils se trouvent, ceux qui ne lisent pas mutation, même messager. Aujourd'hui, grâce à cette numérisation, quelqu'un qui est à Hong Kong, quelqu'un qui est à Pyongyang en Corée du Nord, où la CRTV, Canada n'arrive pas, on arrive quand même à lire les articles de mon ami. Nous sommes à l'aide de la digitalisation pour vous aider un peu. Et les ordinateurs ont été distribués à tous les étudiants camerounais afin qu'ils deviennent citoyens du monde à travers ces laptops. Ce n'est pas mauvais, c'est souvent dans tout le monde entier, il y a les porteurs de la parole du président. Un président de la République qui parle 42 ans n'a jamais reçu les jeunes un 10 février au Palais de l'Unité. Un président de la République qui parle 42 ans n'a jamais fait une communication, une conférence de presse avec les journalistes nationaux. Ça me pose un problème que subitement aujourd'hui, on le voit utiliser ces canaux nouveaux de la communication. Oui, ça peut l'aider à gagner le mandat de toute la délicatesse qui est celui d'octobre 2025. Mais attention. Je n'aimerais pas, je m'en voudrais de ne pas revenir là-dessus. Je ne peux pas accepter que face à ce genre de déclaration, le président n'a jamais reçu la jeunesse. Pour vous, le 11 février, c'est la date idoine, la date suffisante qui vous amène à croire qu'il n'a jamais reçu la jeunesse? À chaque fois qu'il y avait... Non, écoutez. Est-ce que vous en avez souvenance? Les lions du indomptable sont vus. En dehors des lions indomptables, le président avait déjà reçu la jeunesse. Fait une fixation sur le 10 ou le 11 février. Combien de fois le président est descendu dans les rues, que ce soit à Yaoundé, que ce soit en Vomoka, que ce soit dans l'une de ses tournées régionales, que ce soit pendant même l'élection présidentielle. Ne dites quand même pas, nous sommes sur un plateau de télévision. Je pense que vous avez une fixation. Je suis d'accord.
Vous avez un bord qui est le vôtre, c'est votre droit. Mais quand nous sommes quand même dans une chaîne de télévision aussi sérieuse, disons des choses qui sont sérieuses, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent. Vraiment faire le buzz, vouloir faire le show, c'est pas sérieux. Nous sommes à l'aune d'une élection présidentielle. Vous savez pas écouter, est-ce que le président de la République Paul Biya a déjà reçu les jeunes au palais de l'unité? Vous dites des vagues descendent, ils font dans la foule pour, n'est-ce pas, saluer X ou Y. Et je vous demande, est-ce que le président de la République, 42 ans, a reçu, n'est-ce pas, des jeunes? Au lendemain de la CAN au Gabon, non, je ne sais pas les jeunes. Les sportifs ne sont pas jeunes. Les sportifs sont pas jeunes. Plusieurs citoyens camerounais avant date manifestent l'intention d'être candidats à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Ils sont acteurs politiques ou membres de la société civile. La presse de cette semaine relaie les articles de prise de position des uns et des autres. Par anticipation, il convient de procéder à la relecture de l'article 121 du Code électoral pour rappeler, à toutes fins utiles, les modalités d'investiture des candidats au scrutin présidentiel. Alors, ce que nous voyons dans les journaux, ce qui est présenté, je ne veux pas citer les noms parce qu'il y en a plusieurs, est-ce que toutes les candidatures qui circulent dans les réseaux sociaux avec parfois des projets de société brandis sont à prendre au sérieux? Michel. Bon, si quelqu'un estime qu'il a rempli les conditions et qu'il a un bon programme politique, s'il est président d'un parti politique, s'il est un prétendant indépendant et qui remplisse également les conditions, le jeu politique a ouvert au Cameroun. Là, véritablement, nous sommes en démocratie et on permet à chacun, n'est-ce pas, d'affûter de ses armes et de pouvoir se présenter. Bon, aujourd'hui, il peut arriver qu'on n'ait pas de parti politique, qu'on veuille se faire présenter par l'un des partis. Je crois qu'il y a ces jeux d'alliance-là qui a déjà cours dans l'espace politique camerounais. Nous avons par exemple vu Maître Akeremouna qui est désormais présenté porté par l'univers. Et à ça également, il y en a qui continuent encore. L'état d'action continue. Nous sommes qu'en période préélectorale, donc pendant la campagne. Je crois que ce sera sur du grand public qui est véritablement candidat et qui ne l'est pas. Mais sinon, jusqu'à présent, le ministère de l'administration territoriale qui est chargé, n'est-ce pas, de coordonner l'action politique en ce moment, n'a pas encore officiellement disqualifié un candidat nommément déclaré. Je crois que nous continuons d'attendre, même si les spéculations vont bon train par rapport à tel autre candidat qui ne serait pas éligible et tout. Bon, tout ça, c'est des petits potins de rue. Attendons simplement de voir. Je rappelle en fait que l'article 121 du Code électoral en vigueur dit que les candidats à la présidentielle peuvent être soit investis par un parti politique, soit indépendants, à condition d'être présentés comme candidats à l'élection du président de la République par au moins 300 personnalités originaires de toutes les régions, à raison de 30 par région et possédant la qualité soit de membre du Parlement ou d'une chambre consulaire, soit de conseiller régional ou de conseiller municipal, soit de chef traditionnel de premier degré. Est-ce que les candidatures telles qu'elles sont présentées jusque-là, elles vous semblent on doit les prendre au sérieux? Jusqu'à maintenant, on assiste à des feux d'artifice. C'est-à-dire que chacun, pendant qu'il peut avoir l'espace médiatique, pendant qu'il peut se promener dans les réseaux sociaux, peut annoncer sa candidature. Mais ça devient intéressant lorsque les candidatures à la candidature présidentielle sont validées par le seul organe qui s'appelle ELECAM. Et c'est en cela que je voudrais dire à Michel de ne pas se laisser distraire par le bruitage d'Atangandi, du MINAT. Le MINAT n'a rien à voir dans le processus de désignation, d'acceptation d'un candidat. Il fait les esproufs. L'intervention du ministre de l'administration territoriale, c'est très souvent lié aux partis politiques, à qui il donne d'ailleurs des agréments pour fonctionner. Et je ne suis pas dans le mode de gestion des partis politiques, encore qu'il en fait un peu trop. L'article 121 dit que les candidats à la présidentielle peuvent être soit investis par un parti politique. Alors, s'il y a des querelles dans un parti politique, et peut-être que ça arrive au niveau du ministère de l'administration territoriale, est-ce que vous ne trouvez pas exact, juste que cela soit traité là-bas et que la presse relaie ça? Ce n'est pas moi qui invente les lois, à Séverin. Vous avez dit peuvent, n'est-ce pas? Mais à la dernière minute, qui est l'arbitre qui donne, n'est-ce pas, qui arrête les listes en fonction
du code électoral, c'est l'ECAM. C'est pour ça que je dis que ce qui est fait au niveau du MINAT, n'est-ce pas, n'est qui que concerne les partis politiques et pas les candidats à l'élection présidentielle. Donc, c'est ce que je veux dire. Vous avez parlé des candidats et non des partis politiques. Vous parlez de l'ESBROUF. Est-ce que le ministère de l'administration territoriale a déclaré une candidature? Mais il a déclaré les 18 partis. Ce n'est pas de son ressort. Les partis politiques, c'est de son ressort. On est d'accord? Non, on est d'accord. J'ai dit, nous faisons quand même des déclarations. Nous savons que les partis politiques, c'est le MINAT. Sauf si vous voulez me dire le contraire. Je dis l'avis des partis politiques. Ne l'intéresse pas dans ce plateau. L'avis des partis politiques, c'est pas mon dada. Nous sommes focus sur les candidatures qui, chacune, vous avez cité quelques, Baebek, n'est-ce pas, l'UPC, vous avez cité... Je n'ai pas cité de candidats. Moi, je n'en ai pas cité. Si c'est vous qui les citez, je n'ai pas cité de candidats. C'est pas mauvais, puisqu'en réalité, nous les avons, nous voyons comment ils se prononcent. Nous voyons le messager, par exemple, a titré sur Akeremouna que nous avons reçu. Donc, en réalité, ce n'est pas c'est pas un crime de les citer. Les citer, c'est rien. Nous citons aujourd'hui Paul Biya, qui est candidat à sa candidature à travers, n'est-ce pas, les tweets, c'est pas fait pour rien. Donc il y a des gens... À travers les statuts de sa formation politique, pas les tweets. N'est-ce pas, candidat à la candidature. Maintenant, je voudrais simplement que dans ce studio, qu'on reste clair et catégorique que c'est Elekam. Maintenant, Elekam a cet art. Elekam a ses connivences, Elekam a ses complicités, tout comme le Conseil constitutionnel. On revient sur le sujet, on va laisser Soulé dans sa trajectoire, on revient sur le sujet, les conditions d'éligibilité à la présidence de la République. Et je ne suis pas d'accord avec Michel qui estimait tout à l'heure que il y en a qui parlent d'un parti politique qui va se présenter à la prochaine élection présidentielle sans citer le nom. Moi, je vais évoquer le cas du MRC. Est-ce que, de votre propre analyse ici, pour le moment, la candidature portée par le MRC, elle est incertaine, elle est certaine en octobre prochain? Est-ce que c'est, comment vous analysez ça? Je pense que la loi électorale est claire. Et pour être candidat à l'élection présidentielle au Cameroun, vous venez de citer, au niveau des formations politiques, la loi dit également, pour que vous soyez président de la République du Cameroun, en dehors d'être un Camerounais, plus de 35 ans, il faut que ta formation politique à les députés soit, ou bien, de toutes les façons, un élu, selon la loi. À l'heure où nous parlons, le MSC est légalement hors du contexte pour présenter un candidat qui que ce soit. Mais politiquement, le MRC existe. Si D'accord. vous me permettez. Et je dis, parce qu'il me semble qu'il y a une petite confusion dans certaines paroles, les candidatures à la présidence de la République au Cameroun sont soumises à Elections Cameroun, qui à son tour prend ces mêmes candidatures, envoie au Conseil constitutionnel qui est le juge électoral irréversible. Quand ils ont déjà parlé, vous ne pouvez plus rien faire. Même si Elections Cameroun reçoit ta candidature et que tu estimes que c'est bon, le Conseil constitutionnel fait toutes les vérifications, constate que vous ne remplissez pas les conditions, il n'y a rien que vous allez faire. Alors, Olivier. C'est vrai, permettez que je dise, vous avez parlé des candidats à la présidentielle. C'est pourquoi je n'ai pas plongé dans les partis politiques. Tout à fait. Nous sommes limités aux candidats, aux candidatures. Voilà. Pourquoi vous voulez jouer à ce jeu-là? Monsieur, le professeur Kamto Maurice, il a été à l'élection présidentielle de 2018. Oui, on le sait. Et on sait qu'il prétend être président de la République. Pour le moment, il est président du MRC. Alors, on pose la question. Personne n'a dit il y a cette opinion qui circule quand même. Permettez-moi avoir votre opinion là-dessus. Permettez-moi aussi de dire autre chose qui doit être clair dans le cœur de tous les Camerounais. Le professeur Maurice Kamto n'est pas exclu d'être candidat à une élection présidentielle parce qu'une autre formation politique peut le présenter. Il peut même avoir les 300 signatures. C'est la loi qui prévoit. Olivier. Oui. En réalité, il est important que nous lisions attentivement ce que dit l'article 121 avec tous ses alinéas.
il est très très important. Le premier point, il est dit tout simplement qu'on peut être candidat lorsqu'on est présenté par un parti politique. Le deuxième point dit, si on n'a pas de parti politique, on est un candidat indépendant. En ce moment-là, on remplit les conditions des 300, au moins 300 signatures, venant de 30 signatures par région, à condition que ceux qui signent, qui vous mandatent, soient des élus ou des chefs traditionnels. Ça veut dire les membres du Parlement, ça veut dire les conseillers municipaux, les conseillers régionaux, ou alors les chefs traditionnels du premier degré. Mais il y a la subtilité du droit qu'il faut convoquer ici. Parce qu'il y a un autre point qui dit que ceux qui viennent des partis politiques non représentés, je dis bien non représentés au Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat, ils doivent également remplir les conditions qui sont exigées aux candidats indépendants. Alors, la formation actuelle de Jean-Michel Niche, c'est le député Jean-Michel Niche, le Front pour le changement du Cameroun souhaite prêter son enseigne au candidat du MRC. Malheureusement, cette formation n'a pas encore participé à une élection nationale depuis sa création. Oui. Est-ce que ça aussi, on peut explorer cette piste? C'est pour la bonne compréhension des les dispositions en vigueur sont claires. Commençons par là. Le MRC comme parti politique ne peut, n'est-ce pas, investir un candidat à la présidentielle. Dans le contexte actuel, et je suis d'accord avec Charles, n'est-ce pas? Et je suis davantage d'accord avec lui qu'il faut dissocier la qualité de candidature de Maurice Kamto, le président du MRC, et le MRC. Le MRC comme parti politique, n'est-ce pas, est un parti du non-droit par rapport à la prochaine élection présidentielle. Mais Kamto reste, n'est-ce pas, à la course ou bien dans la course, parce que il peut être porté par une autre formation politique. Il peut être porté par une formation politique, mais il ne peut pas être porté par la formation de Nietzsche, parce que Nietzsche était un élu du SDF. Tout à fait. N'est-ce pas? Le parti politique de Nietzsche n'a jamais participé à une élection. Un transfuge, n'est-ce pas, député du SDF ne peut pas aujourd'hui créer un parti politique et penser qu'il a la possibilité, n'est-ce pas, de voyager avec son mandat, de transformer, jusqu'à maintenant, dans les registres de l'Assemblée nationale, on connaît M. Nietzsche comme député du SDF. Je crois que cela ne fait nombre d'aucun doute. Donc il faut évacuer cette question. Et nous pensons que Maurice Kamto peut être le candidat de l'UDC. Il peut être le candidat de son ancien militant, Denis Emilia Atangana, qui a des conseillers municipaux, n'est-ce pas, dans la commune de Monatélé, dans la Liki. N'est-ce pas? Il peut être le candidat du RDPC. En politique, tout est permis. Si M. Biya, qui jusqu'aujourd'hui n'a pas de défunt, estime qu'il peut cette fois-ci aller au village, il peut désigner Maurice Kamto. Il suffit tout simplement, et surtout qu'à un moment donné, lui-même, il est au-dessus, n'est-ce pas, des textes du RDPC et qu'il peut faire ce qu'il veut, il peut le désigner, n'est-ce pas, comme candidat. Je crois qu'il faut qu'on s'en tienne là. Il faut dire quoi? Il faut dire que, vous savez, je ne sais pas quel âge avait Charles Ibounou en 1992, n'est-ce pas, lorsque le SDF a refusé. C'est un peu bon l'histoire, convoquer l'histoire en 92, d'aller aux élections législatives et municipales. Le SDF n'a jamais oublié, n'est-ce pas, cette affaire-là. Parce que, quand bien même à la présidentielle de 92, il fallait défendre son prétendu mandat de vainqueur de la présidentielle, et le SDF n'avait pas de députés à l'Assemblée nationale pour porter ce combat. De la même façon, on peut convoquer l'erreur de M. Kamto, qui a refusé d'aller aux élections
législatives municipales de 2020. Mais je le comprends. Au départ, si l'agenda politique avait été respecté, on aurait fait les élections législatives et municipales, n'est-ce pas, avant la présidentielle. Je voudrais... Monsieur Biya, en fin stratège, il a repoussé les élections municipales et législatives, n'est-ce pas? C'était aussi son droit. C'est statutaire. Voilà. Enfin, disons que c'est constitutionnel, je vais dire. Je n'ai pas dit qu'il a fait un viol sur la Constitution. Vous avez parlé de mauvais jeu. Mais mauvais jeux, attendez, les mauvais jeux restent les mauvais jeux. C'est la réelle politique. C'est la réelle politique. Je voudrais préciser. Je crois que nous sommes allés très vite. C'était même un tacle par derrière. Nous sommes allés très vite. Mais accepté dans la Constitution. Vous pouvez aussi nous écouter. Nous sommes allés très vite. Nous sommes allés très vite à l'article 121. Il aurait été mieux de commencer par les préalables. Il y a l'article 118. Mais nous n'allons pas vous regarder si qui est très très important. Et qui peut, n'est-ce pas, baliser ou alors donner un certain nombre d'idées pour qu'on puisse comprendre qui mérite, qui peut être candidat ou pas. Voici ce que dit, d'ailleurs, le chapitre 2 dit des conditions d'éligibilité et des incompatibilités. L'article 118, alinéa 1 dit sont inéligibles les personnes qui, de leur propre fait, se sont placées dans une situation de dépendance ou d'intelligence vis-à-vis d'une personne, d'une organisation ou d'une puissance étrangère ou d'un État étranger. Mais ce n'est pas le cas pour le moment dans notre contexte. Non, mais écoutez, je voudrais là convoquer une situation d'incompatibilité parce que si vous partez d'un parti politique, le MRC qui s'est fait, le professeur Kamto, qui est présenté par un autre parti, il y a là ce qu'on peut appeler un mandat conditionné. Ce n'est pas le cas pour le moment. Je pense que... Non, attendez. Faites cette remarque. Attendez, il faut qu'on se comprenne. Parce que l'article 121, l'alinéa que j'ai cité plus bas, précisait ceux qui peuvent être candidats en passant par un parti politique qui n'a pas d'élu. Et si le professeur Maurice Kamto va être présenté par un parti politique, il faudrait que ce parti-là, au sein de ce parti, qu'il remplisse les conditions d'un candidat indépendant. Oui, ça on l'a dit. Voilà. La remarque que je voudrais faire est celle-ci. Pourquoi tous les leaders de nos partis politiques au Cameroun, qui sont entourés par les meilleurs juristes ou bien avocats, prennent toujours les mauvaises décisions politiques pour leurs avenirs. Non, excusez-moi. Le sujet n'est pas celui-là. Non, il a évoqué 92. Non, quand vous regardez 92 avec le SDF, était entouré par tout ce qu'on peut appeler les meilleurs avocats du Cameroun à l'époque. Charles, nous respectons ces partis, ces formations politiques et des organisations, chacune a ses erreurs. Bon, on va les laisser avec les erreurs. La question que j'ai sur la table ce soir, c'est les conditions d'éligibilité. On était sur le cas du professeur Maurice Kamto. On a expliqué suffisamment ce qu'il y a lieu de faire et je crois que je pense que, si vous permettez, je vais dire juste un mot pour dire que nous ne faisons pas le procès du management et de la gestion des partis politiques. C'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà, je peux vous rejoindre c'est bon. Alors, je voudrais poser une autre question maintenant. Je voudrais poser une autre question maintenant. On voit les candidatures fleurir, on voit des visages. Est-ce qu'on a commencé à proposer déjà des projets de société qui peuvent nous attirer vers ces candidats, vers ces personnalités politiques qui veulent se présenter à nous? Mais on a vu, on a vu le projet de Cabral Libi à Cana 2. On a vu le projet de Baebek, professeur Baebek à Cana 2. On a vu le projet de Serge Espoir Matomba, pour dire simplement que lors de l'investiture de ces candidats, il y a toujours un discours qui donne déjà une idée de leur programme économique, social et politique de la nation. Quand je regarde... Est-ce qu'il y a des éléments nouveaux dans ces projets? Oui, quand je regarde... C'est pas les mêmes projets qu'on a vus en 80. Quand je regarde Cabral Libi, par exemple, il dit pour régler la situation économique du pays qui ne trouve pas très bon pour l'instant, il faut miser beaucoup avec ce qu'il appelle l'existant. C'est-à-dire, je ne comprends pas ça, une forte
réduction du train de vie de l'État, de la dépendance extérieure pour ne pas arriver à ce que l'administration américaine actuelle vient de faire avec l'aide et tout ça. Quand vous regardez Serge Espoir Matomba n'est pas très loin de là. Je pense que les Camerounais commencent peu à peu d'avoir les idées de ce que les différentes formations politiques vont les proposer. Mais Michel, est-ce qu'il y a des éléments nouveaux? Non, il y a une forme un peu de copier-coller dans tout ce qu'on est en train de chanter là. Et c'est pour vous dire qu'il n'y a pas un système nouveau. On n'invente rien. Une chose est certaine, le Cameroun est debout pour revenir sur les propositions. Mais en matière de forme, quand même en matière de contenu, il y a certains qui ont des éléments nouveaux. Oui, il y a des éléments. On ne peut pas tout balayer dans le revers de main, oui. C'est vrai, mais une chose est certaine. Ils partent de quoi pour émettre, n'est-ce pas, les avis? C'est par rapport à ce qui se fait et qui est déjà fait, M. Ebouné. Vous convenez quand même avec moi. Mais tout n'est pas bien fait, même au sein de non, écoutez, prenons un peu le cas. Oui, tout n'est pas bien fait, mais on essaye de faire. Prenons un peu le cas de la dépendance extérieure. Nous avons tous décrié cela. Pour y remédier, qu'est-ce que le chef de l'État met en place? L'import-substitution. Et quoi, le Made in Cameroun, on a le Doing Business qui est déjà là, il y a le Sago qui est là tous les jours. C'est pour essayer d'amener le Camerounais à la production, histoire de dépendre moins. Et ils estiment que vous êtes lent, que vous êtes lent, et ils vont aller rapidement, c'est ça? Avec quel moyen? Avec quel moyen? De toutes les façons, est-ce qu'il y a encore la cause des marchés dans les contenus dès que le RDPC finit son programme? Est-ce qu'il y a dans les contenus des projets de société qui sont présentés quelques éléments qui peuvent quand même attirer l'attention? Je pense que tout ce qui aspire à diriger le Cameroun, n'est-ce pas, ont des projets, ont des programmes, et à l'intérieur, il y a du bon et du mauvais. Encore que le RDPC en a du bon pour le renouvellement communautaire, mais il est passé à côté n'est-ce pas, de l'implémentation de ce projet de société. Parlez donc des projets de société des partis challengers, laissez le RDPC tranquille, parce que le RDPC a son programme et il est en plein dans ce programme-là. Je continue à dire que le projet du RDPC, ce n'est même plus un projet, n'est-ce pas? La gouvernance RDPC est visible, elle est pratique avec ses tares et peut-être ses avancées, je ne sais pas. Mais les autres, pour que je rentre en profondeur dans une lecture approfondie, permettez-moi à la tautologie, il faut que je sache que l'organe, à savoir ELECAM et le Conseil constitutionnel, les ont retenus. Sinon, si vous voyez défiler 50 personnes qui estiment qu'elles peuvent être candidates à la candidature et que vous deviez lire tous ces programmes, vous n'en finirez pas parce que c'est un temps inutile. Je lis utile. Je n'ai plus, n'est-ce pas, la mémoire fraîche de Charles Ebouné pour lire tout. Oui, je sélectionne, j'attends les candidats qui seront retenus par ELECAM et le Conseil constitutionnel. Comme ça, je me donne la peine, n'est-ce pas, de faire une lecture sélective. Pour une fois, je suis en phase avec mon voisin de droite. Je pense que la déclaration de candidature. Oui, parce que c'est trop facile. On fait du copier-coller, comme disait Madame tout à l'heure, et puis on commence à nous présenter parfois. On se pose bien la question sur la base de quoi ils peuvent réaliser ce genre de projet. Le ministre de l'Habitat et du Développement urbain annonce la tenue des États généraux, la gestion des ordures, les 5 et 6 mai prochains. Célestine Kecha propose de réfléchir dès le 15 avril, du 15 au 30 avril. Et ce sera une première phase des États généraux qui consistera à recueillir suggestions et propositions. Puis durant les 2 jours, les 5 et 6 mai, urbanistes et experts débattront pour régler définitivement ce qu'on appelle la plaie de l'urbanisation anarchique. Alors, c'est une initiative de plus, une initiative de trop, Michel? Ça n'aurait pas été une initiative de trop si elle avait prévu ça dès l'entame, n'est-ce pas, de sa nomination au ministère. Parce que quand on parle du développement urbain, le déchet en fait partie intégrante. Le déchet, c'est une mine d'or. Quand on parle justement de la gestion du déchet, on rentre là dans des mécanismes de transformation des déchets qui permettraient justement
aux Camerounais d'avoir non simplement des emplois, mais aussi des niches de création de richesses. Donc, remettre ça au 13 avril, je trouve ça un peu tard parce que les villes ploient sous les décombres. Donc, il y a urgence en la demeure. Et on aurait pu solliciter d'autres acteurs avant même la tenue de ça pour trouver, n'est-ce pas, des mécanismes définitifs. On aurait pu essayer d'appeler des associations qui font dans les procédés environnementaux, les convier et attribuer à ces associations, n'est-ce pas, des annotations, c'est-à-dire que d'utilité publique, qui permettraient librement à ces associations, n'est-ce pas, d'élargir leur sphère de compétences. On a les mairies d'arrondissement qui auraient aussi pu se mettre en droite ligne, qui essaient de le faire tant bien que mal. Et il y a aussi un procès qu'on fait au maire de la ville de Yaoundé. Je crois qu'on fait porter au maire de Yaoundé un chapeau plus large que ses épaules, dans la mesure où le budget à lui alloué ne permet pas de mener cette activité. Aujourd'hui, le budget dont il dispose est en deçà de ce que les délégués du gouvernement avaient hier. Donc, lui demander aujourd'hui, ayant enlevé son bras séculier qu'est Isakam, de s'occuper de tous ces déchets, alors que nous sommes à l'ère de la décentralisation, je crois que quelque part, on est en train de mettre la charrue avant les bœufs. Donc, c'est une nation concertée. Il y a plusieurs acteurs qui interviennent. Il convient nous-mêmes également, les populations, à travers un module de civisme qu'on devrait inculquer à ceux qui produisent les déchets, qui sont les populations. Où est-ce qu'ils devraient les déposer et comment pouvoir les traiter avant de les déposer. Je crois que c'est toute une longue chaîne qui aurait permis que dans l'urgence, on essaie de tenir le taureau par les cornes parce que les États généraux, c'est loin. Et d'ici là, qu'est-ce qu'on fait? Charles, on a l'impression qu'on est en panne de solutions. Les États généraux au mois de mai, alors que les poubelles, on les voit tous les jours, les nids de poules. Je ne pense pas qu'on est en panne de solutions. C'est comment appliquer les solutions que nous avons qui fait problème. Et si j'évoque l'intelligence... Parce que celle-là, c'est une solution nouvelle. Il y a eu des réunions interministérielles, il y a eu un plan d'urgence du gouvernement, et rien n'a été fait. Je suis d'accord. Et on nous dit maintenant, c'est les États généraux. Le problème, avant que je pose la solution, permettez-moi de présenter la solution. Selon l'intelligence artificielle, le Cameroun, c'est environ 6 millions de déchets, 6 millions de tonnes de déchets chaque année. Et si on prend ces statistiques, nous regardons ce qui se passe dans nos villes. Vous avez évoqué les réunions et tout ça là, c'est bon. La nouvelle initiative par Madame la ministre Ketia Koutes. Mais je constate que le problème de la gestion des ordures au Cameroun se pose avec un seul mot, un problème de coordination. On n'a pas fait ce que les anglo-saxons disent a streamlined process. Vous arrivez à Yaoundé, vous dites une partie de ces responsabilités, c'est au maire de la ville. Vous arrivez dans même Yaoundé, vous dites qu'une partie des responsabilités, c'est au maire de Yaoundé 1, Yaoundé 2, Yaoundé 3, Yaoundé 7, ainsi de suite. Je peux dire pour Limbe et tout ça là. Je pense qu'à un certain niveau, il y a une cacophonie au niveau des synergies qu'il faut trouver donc. Et c'est pour cette raison que j'estime que l'approche qu'elle a prise en donnant un numéro de téléphone, en donnant une boîte mail, en donnant tous les niveaux où les gens peuvent contribuer, toutes les idées avant la tenue de ces assises pour qu'on fasse une synthèse, de trouver une solution définitive aux déchets. Je partage avec vous ce que la presse pense de ces états généraux, les titres que nous avons parcourus. L'économie, le premier quotidien économique de la zone CEMAC, indique que les états généraux sur la gestion des ordures, cela ne fait pas l'unanimité. Crise des déchets à Yaoundé, titre le journal Terre Promise, entre urgence politique et nécessité d'une refonte systémique. L'hebdo Expression économique écrit Célestine Ketia Koutes se moque des populations et l'indépendant dit le Mindu vend du vent. Soulé. C'est la presse écrite, c'est ça? Bien sûr. J'ai bien lu les titres. Je suis à 200% d'accord. Comment vous allez organiser les états généraux de la culture? Vous décidez comme ça, d'un coup de tête, de les organiser. Alors que les ordures sont, n'est-ce pas, requièrent une gouvernance transversale. Aujourd'hui, les états généraux de la communication, la gestion des ordures, c'est une façon rapide
de tuer le problème. Vous savez, c'est vrai, en fait, si on était dans l'armée, on serait des colonels au vu de notre trajectoire. Vous savez que jusqu'à aujourd'hui, ce qu'on a fait comme reproche aux commissions d'enquête, c'est que quand on veut tuer un problème, on crée une commission d'enquête. N'est-ce pas? Charles n'était pas encore journaliste. En 1994, il y a eu les États généraux de la communication organisés par M. Konchou, ministre de la Communication. J'avais acheté les actes des États généraux de la communication chez une vendeuse de beignets. On n'a rien fait avec. 18 ans après, il y a eu les États généraux de la communication organisés en 2012 par M. Chiroma Bakari, jusqu'à ce qu'il parte. Aujourd'hui, nous avons 12 ans. On n'a même pas encore réussi à s'entendre sur la définition, n'est-ce pas, du vocable journaliste. Aujourd'hui, madame vient avec... On a connu les États généraux de l'éducation. Aujourd'hui, nous savons à quel point c'est complètement difficile. On en demande encore. On en demande encore parce que ça dépasse. Maintenant, vous voulez créer les États généraux de l'ordure. Vous voulez créer les États généraux. Il y a beaucoup d'urbanistes. Beaucoup d'urbanistes, il faut les mettre en confiance. Olivier, je vous pose la question parce que vous êtes au ministère des Finances et vous êtes dans une entité, dans un service qui s'occupe des collectivités territoriales décentralisées. Le problème des ordures, principalement à Yaoundé et à Douala, est-ce qu'il n'est pas réglé par la décentralisation? Est-ce qu'il ne faut pas établir les responsabilités entre les collectivités d'Yaoundé? Nous avons le maire de la ville, nous avons les communes d'arrondissement, etc. Oui, c'est vrai, c'est un épineux problème. C'est de même, je suis tenté de dire que c'est un gros caillou dans la chaussure du ministère des Finances. Parce qu'il faut peut-être vous le rappeler ici, lorsque ça ne va pas, tout se déverse au ministère des Finances, sur le plan financier, parce qu'on va dire, monsieur le ministre des Finances, vous êtes amené à payer la note. Je voudrais dire ici que le problème des ordures ménagères au Cameroun, il est important, comme toute politique publique, il faut l'évaluer. Lorsqu'on l'évalue, on voit le côté positif, on voit le côté négatif, on essaie d'améliorer. Les États généraux, oui, je suis d'accord, si ça a été maturé. Mais il est important ici de déconstruire totalement l'ancrage juridico-réglementaire de cette politique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire revoir les textes pour les contextualiser. Parce qu'il y a plusieurs acteurs qui ne prennent pas part à des décisions, mais qui subissent tout simplement. Est-ce que vous voyez un peu le parcours que vous nous proposez? Oui. Revoir les textes, ça veut dire qu'il faut que ça passe par l'Assemblée nationale. Pas forcément. Pendant ce temps, à Yaoundé, les ménages, nous vivons dans la poubelle. Je vais vous prendre un exemple. Je vais vous prendre Disons même que je vais vous prendre, si nous prenons pas la tête, on ne va pas résoudre ce problème. Je vais vous prendre un exemple simple. Le ministère des Finances supporte l'enveloppe à 90% pour les 16 CTD qui sont éligibles à cette politique publique. Je dis bien plus de 90%. Parfois même quand les 10% ou les 15% qui reviennent au CTD, ces CTD-là ne les payent pas, le ministère des Finances est encore obligé de les payer. Alors, vous ne pouvez pas être en train de payer une activité où vous ne prenez même pas part, n'est-ce pas, vous ne prenez pas part à la table de décision. On vous surprend, on a envoyé juste un contrat qui a été élaboré au MINUAP sur l'initiative du MINDU et des CTD. Ça tombe sur votre table que vous devrez payer et c'est chaque année. Si on va à 10 ans aujourd'hui, on a plus de 200 milliards de francs que le ministère des Finances a sorti. Est-ce qu'on a donc questionné même cette politique pour comprendre pourquoi ce ne marche pas? Si je vous comprends bien, pour vous, les États généraux, c'est une bonne chose, sauf que, et là je reviens sur la préoccupation majeure. Il faudrait que tous les acteurs soient mis sur la table. Pendant qu'on débat, pendant qu'on est en réunion, vous allez prendre la parole. Moi, je voudrais chuter là-dessus en disant, pour régler ce problème de façon urgente, il faut totalement décentraliser. Décentraliser la gestion des ordures ménagères.
décentralisé parce que la communauté urbaine de Yaoundé seule ne peut pas résoudre ce problème. La communauté urbaine de Douala seule ne peut pas résoudre ce problème. Qu'on mette les moyens à la disposition des communes d'arrondissement. Maintenant, on pourrait peut-être, à un certain niveau de responsabilité, engager la communauté urbaine. Parce que les communes d'arrondissement n'ont pas suffisamment de moyens et de matériel. Si on met des moyens à leur disposition, avec la participation citoyenne qui existe même déjà dans certaines communes où les ménages contribuent, on peut résoudre le problème de précollecte, de collecte. En ce moment, la communauté urbaine peut transactionner avec un grand opérateur comme Isaac Amo Cyclof qui ont un matériel approprié juste pour transporter et aller transformer. Et derrière, justement, je vais chuter là-dessus, derrière l'ordure, il y a une richesse. Ça résout d'abord un problème de chômage parce qu'on aurait recruté suffisamment de jeunes dans les communes, au sein des communes d'arrondissement, qui peuvent faire cette collecte de jour comme de nuit, et puis trouver un site bien précis juste pour les stocker et que maintenant les grandes structures ou les grandes entreprises viennent tout simplement. Il y avait une étude de la Banque mondiale en 2016 qui indiquait que la gestion des ordures dans la cité capitale camerounaise, Yaoundé, est à environ 15 milliards de francs CFA. Alors que le gouvernement, c'est 16 milliards. Oui, alors que le gouvernement est capable simplement avec tous ses partenaires de fournir 4 milliards. Or, quand on a déjà ces chiffres, même si on fait la décentralisation, ça ne peut pas marcher. Je pense que la solution urgente et ce qui est nécessaire, c'est de trouver la ressource financière adéquate pour régler ces problèmes complètement. Lorsqu'on a cette ressource adéquate-là, on l'utilise comment? Quels sont les acteurs qu'on utilise sur le terrain? Mais vous avez créé CONAC et tout ça là pour contrôler si l'argent est entré dans les... Nous sommes en train de dire qu'il faut faire la division du travail. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'on essaie de responsabiliser au maximum les mairies d'arrondissement. On décharge la communauté urbaine. C'est énorme pour elle. C'est énorme. Il faut gérer c'est une manière de parler la vie les ménages, je veux dire les ordures ménagères. Il faut gérer les routes que nous connaissons, la voirie urbaine, mais vraiment avec quelles ressources. Or, si on faisait une péréquation et on voit quelles sont les ressources qu'on peut allouer à chaque commune d'arrondissement, je pense qu'on pourrait résoudre ce problème avec efficacité. On sort par là, on l'a appris cette semaine, le directeur de cabinet du président de la Fédération camerounaise de football, le secrétaire général adjoint ont démissionné de leurs fonctions là-bas à la FECAFOOT. Alors, quel est le problème? Vous avez des informations? Moi, je n'ai pas d'informations à ce sujet. J'estime simplement que lorsqu'on ne se sent plus à l'aise quelque part, au lieu de gaffer, il vaut mieux partir. Charles? La démission, c'est une activité normale. Je ne vois pas pourquoi les démissions à la FECAFOOT doivent faire un sujet de débat. C'est une activité normale dans la vie, donc ça n'a aucun problème. Mais tenez compte du contexte quand même à la FECAFOOT. Contexte ou non pas, vous voulez démissionner, vous démissionnez. C'est normal. Soulé. Il faut dire que, enfin, jusqu'à ce que je commence cette émission, je n'ai pas des données qui me permettent, n'est-ce pas, d'avouer que le directeur du cabinet a effectivement démissionné. Le SG adjoint, oui, parce qu'on a vu un courrier circuler qui semblait être le sien. Alors, je peux quand même citer la source, hein, nous l'avons lu dans CFoot, je crois. Il y a des journaux qui en parlent, oui. Oui, mais vous savez bien, et tout de suite, nous avons parlé aussi de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle. Je ne peux pas parler, c'est-à-dire que j'ai cherché, j'ai collecté à la source pour savoir si le directeur du cabinet a démissionné ou pas. Je n'ai pas eu la réponse positive. Maintenant, il faut dire que Eto, le président de la FECAFOOT, dans sa méthode, n'est-ce pas? Il a sa méthode. Il ne faut pas dire il a ses méthodes. Il est intransigeant. Il est un peu dur, on peut le dire. Mais sauf que il a besoin des gens qui travaillent. Et pour le cas d'espèce, tous ceux qui sont concernés et dont on évoque la démission, ne sont pas entrés à la FECAFOOT par voie de concours. Ils ont été nommés. Bon, maintenant, est-ce qu'à un moment, ils se posent la question,
de la fidélité, de la loyauté, là, je peux pas, nous ne pouvons pas le savoir parce que nous ne travaillons pas là-bas. Mais nous constatons qu'ils ont démissionné. Alors, s'ils ont démissionné, par exemple, quand on parlait du SGA, on sait quand même que c'est un ancien cordeau des sélections nationales. Est-ce que le poste de SGA n'est pas un costume taillé sur ses mesures, et pour cela, comme il a indiqué qu'il est harcelé, il est ceci, et qu'il est l'adjoint de quelqu'un qui ne laisse rien, de quelqu'un qui est autoritaire. Est-ce que c'est ça? Maintenant, est-ce qu'on peut simplement penser que les rats quittent le navire parce qu'on projette les prochaines échéances électorales de décembre 2025, parce que les élections à la FECAFOOT doivent être organisées en décembre 2025. Donc il n'est pas possible que l'on commence à torpiller. Il faut faire toutes ces lectures. C'est toutes ces lectures-là qu'il faut convoquer. Est-ce qu'aujourd'hui, on commence, n'est-ce pas, à diminuer les forces du président de la FECAFOOT actuel de l'intérieur? Pour cela que c'est... Je ne dis pas que c'est ça, mais je fais l'analyse pour dire que, sans toutefois être péremptoire sur la justification de la démission par tel ou tel, mais en faisant en même temps l'analyse et la spéculation, on peut se poser des questions. Est-ce qu'aujourd'hui, on a commencé à sortir les navires, en fait, les rats ont commencé à quitter le navire parce que... C'est pas un mot gentil, les rats. Ça existe. Olivier. Oui. Ça existe. Comment les rats quittent, c'est une expression qui existe. Les rats quittent le navire. Comment vous percevez cette affaire-là? Oui, c'est là où nous sommes face à une crise de leadership managérial. À la FECAFOOT, on constate que, au lieu de penser le football pour qu'il atteigne son apogée, quand je dis penser, c'est avec P-E-N-S-E-R, on pense plutôt les blessures. P-A-N-S-E-R. Parce qu'il ne se passe pas de jour sans qu'il y ait des situations qui ramènent le football camerounais vers le bas. Le président de la FECAFOOT, tant son charisme peut-être n'est pas bien compris. Et il est tout à fait normal que lorsqu'on n'est pas... On se rend compte qu'on est à l'étroit. On peut exprimer, c'est libre, c'est naturel. C'est le droit de tout un chacun de décider de partir du navire. Les démissions qui viennent tous les jours sont la preuve qu'il n'y a pas la sérénité là-bas. Nous arrivons au terme de cette édition de Scène de Presse. Merci à nos invités, aux invités de la CRTV, Soule Onohulo, Olivier Etundinga, Charles Ebouné et puis Michel Dikoumi. Merci de nous avoir... Oui, mais ne me faites pas partie comme ça. Je voudrais quand même présenter mes félicitations à Mme Dongo Monique, membre du Conseil constitutionnel, qui a été nommée par le chef de l'État. Et ça me plaît de réaliser que le genre, pour une fois, a été respecté. Et merci au chef de l'État. Et qui dit merci en redemande encore. Nous voulons davantage des femmes dans l'appareil étatique. Bonne suite des programmes sur la CRTV et à dimanche, s'il plaît à Dieu.